Aujourd'hui nous recevons Tristan. Jean-Bernard Orlando-Moll, Bonjour Tristan. 33 ans, célibataire, profession gestionnaire immobilier et investi dans la politique à La République En Marche sous le nom relais territorial. Tout à fait. Montpellier Métropole. C'est quoi un relais territorial? Alors c'est quelqu'un qui s'occupe de faire le lien entre les comités locaux qui sont la base de La République En Marche et le staff départemental et donc également Paris qui représente La République En Marche au niveau national. Donc Jean-Bernard est jeune mais il a déjà eu une vie bien remplie. On peut dire ça? On peut dire ça. À 18 ans, donc, il était champion de natation. Ensuite, il est devenu maître. Il a été souvent maître nageur à Palavas. Tout à fait, pendant 7 ans. J'ai une petite anecdote. Un jour, il a sauvé une fillette qui se baignait, mais il a été gravement blessé. C'est bien ça? Tout à fait. Et il a obtenu la médaille du mérite. Alors c'est une récompense donnée par l'Ordre national du mérite, plus exactement. Et effectivement, j'ai sauvé une petite fille qui allait être percutée par un voilier qui rentrait dans la zone des 300 mètres à Palavas. Ensuite, il est parti à Shanghai, toujours avec le diplôme de maître nageur, où il s'est occupé du centre aquatique dans le lycée franco-allemand de Shanghai. Oui, j'y ai travaillé 2 ans et demi, effectivement, et je m'occupais de toutes les activités sportives, et notamment aquatiques, pour le compte du lycée. Donc à part la politique, où il est hyper investi à Montpellier, on le voit partout en ce moment, il est très sportif, donc il fait du Krav Maga, puis des sports que personne connaît, du Krav Maga, du CrossFit, du Spartan. Voilà, il fait des courses pour remonter les tremplins olympiques. C'est 5 minutes de sprint où on a entre 50 et 100 mètres de dénivelé positif. Oui, alors pas Krav Maga, puisque ça ferait plutôt référence au Japon. On va dire Krav Maga. Krav Maga, effectivement. Et oui, des courses un petit peu de l'extrême, comme la Red Bull 400, effectivement, où on remonte un tremplin olympique sur 400 mètres. Une épreuve assez difficile. Voilà. Ensuite, des escape games aussi, pour le côté réflexion, esprit d'équipe. Certes. Et voilà, et puis aussi danseur de salsa. Très bien renseigné. Danseur de salsa pour faire danser ces dames, ces Montpelliéraines. Oui, non, c'est le plaisir de partager plutôt et de partager un moment avec d'autres personnes. Un côté social aussi. Sociale, il s'occupe de distribution alimentaire tous les dimanches soirs. Il fait la maraude à Montpellier. Et tous les matins, pour commencer la journée, spiritualité et 20 à 30 minutes de méditation. Oui, c'est exact. C'est quelque chose qui donne un peu une lumière à ma journée. Voilà, donc ensuite, qualité humaniste, audacieux, curieux, persévérant, altruiste. Oui, vous n'avez pas trouvé une femme, vous n'avez pas trouvé une femme. Il faut quand même préciser que c'est pas moi qui vous ai donné toutes ces informations, parce que... mais non. Défaut, trop humble, discrétionnaire, manque de gueule, on m'a dit. On verra bien. Voilà, donc rêve en ce moment de partir au Népal, à Katmandou. Exactement. Pour faire une grosse retraite. À la fin, en tout cas, aller sur une terre connotée spirituellement et découvrir un peu le monde. Ouais. À la fin de l'été ou début d'automne. C'est bien. Donc voilà pour le portrait. On va enchaîner là sur le 819 de la Glorieuse, où nous titrons année 2019, année de cadeaux électoraux. Point d'interrogation. Vous voyez ça comment? Je ne suis pas sûr que ce soit des cadeaux électoraux, mais lorsqu'il y a une demande sociale forte, je pense qu'il est important d'y répondre. Voilà. Et c'est ce que Emmanuel Macron a proposé durant le mois de décembre, mais plus globalement, réalise depuis qu'il a été élu. Ensuite, on revient là sur les Halles les Sacs, là, vu par 2 enfants du quartier, une interview croisée de personnalités montpelliéraines. Très belle halle au demeurant. Et on revient aussi sur Altrad qui a déclaré « Oui, Montpellier m'intéresse » en ce début d'année. Il n'est pas le seul. Non, il y en a beaucoup. Vous aussi, vous êtes intéressé par Montpellier? Non, mais j'aimerais bien agir, en tout cas, pour Montpellier. Et le 3e épisode là, de cette Aveyronnaise et Montpelliéraine célèbre, la diva Emma Calvé. Elle a eu une vie tumultueuse et voilà, toutes les semaines, nous racontons un petit peu un épisode de sa vie sur 4 ou 5 numéros.
Voilà, Jean-Bernard, donc, est-ce que vous lisez La Glorieuse régulièrement? Je pense que toute personne qui est intéressée par la politique à Montpellier lit La Glorieuse. Et toutes celles qui disent qu'elles ne la lisent pas, je pense que c'est pas tout à fait juste. C'est quoi votre lien avec Montpellier? J'y suis né, déjà. J'y ai passé toute mon enfance. J'ai participé à de nombreuses compétitions sportives. J'ai été dans de nombreuses associations, j'ai été formé et j'ai travaillé à Montpellier. Et aujourd'hui, l'étape d'après, peut-être, ça serait de m'y investir et d'agir en politique pour ma ville. Pourquoi Montpellier, la politique, ça vous intéresse? Je pense que quand on a visité un petit peu le monde, quand on a acquis certaines connaissances, quand on a travaillé dans des associations au contact de gens, quand on a vu la ville évoluer, puisque depuis maintenant 33 ans, la ville s'est complètement transformée, on a peut-être envie d'y mettre son grain de sel et ajouter un petit peu de mieux-être, de mieux vivre, peut-être. Et c'est pour ça que j'aimerais agir concrètement à Montpellier. Tout à l'heure, là, vous nous avez dit que vous étiez un relais territorial. Est-ce que vous avez d'autres fonctions à l'ERM? Alors aujourd'hui, je suis également co-animateur sur le comité Arceau Boutonné. Vous savez qu'on est organisé en comités locaux qui correspondent grosso modo à des secteurs, des quartiers ou peut-être des petites villes ou des villages. Et aujourd'hui, le secteur sur lequel je suis co-animateur avec Jean-Luc Wolff, qui est lui-même animateur de ce comité, c'est le secteur Beaux-Arts, Boutonné et Arceau. C'est un gros secteur. Oui, c'est un gros secteur. Après, sur Montpellier, il y a environ une dizaine de comités locaux. Il y en a environ 5 qui sont actifs. C'est le gros quartier bobo de Montpellier, quoi. C'est un gros quartier sur lequel il y a des choses intéressantes à écouter et à faire. Voilà, mais il y a d'autres comités locaux. Il y en a un dans l'Écusson, enfin il y en a même 2 dans l'Écusson. Il y en a un plus globalement dans le grand centre-ville. Il y en a d'autres près d'Arène, etc. À la Paillade aussi également. Et l'ERM, c'est un de nos sujets préférés là, dans La Glorieuse. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, comment expliquez-vous cette rançon du succès? Très simplement, moi je dirais que c'est un mouvement récent, un mouvement politique récent, donc qui arrive avec des personnes qui ont envie d'agir, de s'investir, avec des ambitions. Et tout ça fait que quand on est dans un groupe qui ne se connaît pas forcément depuis très longtemps, comme d'autres partis ou mouvements politiques, ben, ça donne parfois des petites dissensions, des petits désaccords. Et c'est à nous de trouver la manière de faire durer ce mouvement au long terme. Mais voilà, d'où peut-être le fait qu'il y a pas mal de petites rumeurs qui sortent dans votre journal. Parce que de l'extérieur, on a l'impression que c'est un peu un capharnaüm. Est-ce qu'il vous manque un chef? Ou une chef? Non, je dirais pas ça. Je dirais que vous êtes très bien informé et qu'il y a très probablement les mêmes affaires dans d'autres mouvements politiques. Seulement, peut-être que vous avez moins peut-être de contact à l'intérieur. Là, il se trouve qu'effectivement, il y a des choses qui se mettent en place, il y a peut-être des courants qui commencent à se dessiner, et tout ça crée un petit peu, parfois, de friction. Maintenant, c'est la vie d'un mouvement politique. Voilà. N'y a-t-il pas trop de rivalité à l'ERM? Je pense qu'on a tous envie que Emmanuel Macron réussisse. Si ce n'est pas le cas, dans tous les cas, on sera tous perdants. Donc, il y a peut-être des rivalités, mais au sommet de ça, il y a évidemment le souhait que le gouvernement réussisse. Combien de marcheurs actifs à Montpellier? Alors en termes de comité, on en a une grosse douzaine. Sur le département, on en a environ 7000. Sur Montpellier... Non, 7000, c'est... Alors, on n'a pas accès aux informations, moi je vous cache pas, je n'ai accès à aucune information de ce type. C'est qui a accès aux informations? C'est Yolène Vigneault, la référente départementale, et Jérôme Toulza, son co-référent. Voilà, mais en gros, aujourd'hui, on a des comités locaux qui se réunissent chaque semaine sur Montpellier. Certains réunissent chaque semaine ou chaque 15 jours une vingtaine ou une trentaine de personnes. Le mien se réunit une fois par mois et réunit aux alentours d'une quinzaine de personnes. Voilà, je vais dire qu'en gros, sur Montpellier, on devrait avoir plusieurs centaines de marcheurs actifs. Plusieurs centaines, c'est-à-dire 200? Oui, d'entre 200, j'ai pas les chiffres exacts encore, mais en tant que... Les gens qui sont vraiment actifs, comme vous, comme... Alors, très impliqué dans l'organisation de La République En Marche, je dirais probablement, oui, une petite centaine. Maintenant, des personnes qui viennent de temps en temps à un comité, qui va parler d'une thématique, d'une réunion, et puis revenir peut-être 2 ou 3 mois après, je dirais plusieurs centaines. La boucle Telegram, elle fonctionne toujours? Alors, on a un petit peu arrangé, aménagé ces boucles Telegram, qui ont été la source de nombreux désaccords, fuites, qui ont été rendus publics, ce qui est malheureux. Aujourd'hui, il n'y a plus de boucle Telegram
officielle, La République En Marche pour le département. Il y a des boucles destinées aux animateurs locaux, mais voilà, dont les discussions sont un peu plus apaisées. Quel est le profil des militants macronistes dans le 34? Alors, le département est très vaste. On a des territoires particulièrement urbains comme Montpellier, où là on retrouve une typologie comme ce qui a été, comme ce qui a été démontré dans les dernières études parues il y a un mois. Effectivement, on va dire des personnes d'un certain niveau social, assez dynamiques, etc. Maintenant, quand on va sur des territoires un peu plus excentrés que la métropole de Montpellier, on a affaire à une diversité de populations. Voilà. Je pense qu'au-delà de la diversité, au-delà du profil, non, il n'y a pas de profil type. Au-delà du profil, il y a par contre le souhait que la politique du à gauche et en même temps à droite, c'est-à-dire dépasser un peu les clivages, s'applique et réussisse. Voilà. C'est surtout le souhait que le gouvernement puisse mener à bien les réformes. La politique du à gauche et en même temps à droite. En tout cas, aujourd'hui, je pense qu'on rentre dans un nouveau paradigme social et qu'effectivement, il y avait la nécessité de déverrouiller l'économie et la société française. C'est-à-dire qu'on est toujours dans un monde capitaliste, mais peut-être qu'aujourd'hui, on va rentrer dans une sorte de monde capitaliste qui protège. Et je pense que Macron porte ça, et il y a de nombreuses mesures, je pense à la loi pauvreté. Parce que les Gilets jaunes, ils disent pas Macron est à gauche et aussi à droite. Oui, certes, on peut revenir si vous voulez sur les Gilets jaunes. Moi, je vois trois clés. Non, on en reviendra après, bon. on y reviendra après. Bon. Voilà. On y est. Donc, à 18 mois des municipales, savez-vous ce que va faire votre parti dans l'Hérault? Alors, non, je ne sais pas, parce que, en tout cas, nous, on travaille pour préparer, en tout cas, ces élections municipales. C'est la Commission nationale d'investiture à Paris qui va décider ce qui se passera pour nous à Montpellier. Voilà. Et à Montpellier, faut-il se présenter, soutenir un candidat ou regarder le train passer? En tout cas, être acteur. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut tout à fait mener à bien un programme, un projet. Maintenant, il y a des acteurs déjà présents sur le territoire. Il faudra que Paris détermine de quelle manière la République En Marche pourra s'implanter sur Montpellier. Dans tous les cas, elle s'implantera d'une manière ou d'une autre. Que pensez-vous de l'initiative de la députée Coralie Dubost, fondatrice du mouvement dans l'Hérault, Alors, c'est pas qui a décidé de créer sa propre association pour les municipales? Alors, moi en politique, je respecte deux choses. Il y a deux choses qui sont particulièrement importantes pour moi. C'est l'éthique dans la pratique politique et le jeu collectif. Voilà. Donc, tout ce qui va s'insérer dans le cadre de la République En Marche pour permettre à la République En Marche de travailler, de fonctionner et évidemment d'aider le gouvernement, pour moi est positif. Voilà. Donc, cette initiative, si tant est qu'elle soit en lien avec la République En Marche, me semble positive. Après, si ce n'est pas le cas, je ne saurais pas me prononcer dessus. Est-ce qu'on ne peut pas dire que LRM est en train de refaire le coup du PS avec différents courants? Alors, comme dans tout groupe social ou collectif, il y a évidemment des courants de pensée un petit peu différents. Maintenant, ce qui est absolument important, c'est qu'on ne se retrouve pas avec une situation où ces courants deviennent des sortes de frondes. Donc, on peut tout à fait discuter, on est dans un parti un mouvement politique démocratique, et évidemment qu'il peut y avoir des dissensions. Maintenant, ça doit rester dans un cadre qui est celui de soutenir Emmanuel Macron. Et de faire porter également ce que nous ressentons au niveau local. Et il y a également des Gilets jaunes à Montpellier, je suis allé discuter avec eux comme d'autres, et évidemment qu'il y a des choses à faire remonter. Peut-être qu'à Paris, on ne voit pas assez certaines choses qui ont lieu dans les territoires. Vous n'avez pas l'impression que dans le sud de la France, le mouvement des Gilets jaunes est plus virulent que... Enfin, il est virulent à Paris et on a l'impression aussi dans le sud de la France. Si, tout à fait. Moi j'ai des amis à Alès, j'ai vu des images, certaines semaines ça a été vraiment une des zones de guerre. Bon, samedi dernier à Montpellier ça a été très compliqué également, je vis dans l'écusson donc j'ai vu les scènes, je les ai filmées même. Et effectivement c'est violent. Peut-être que c'est aussi le reflet de territoires un peu plus modestes qu'à Paris, qui représentent une catégorie socio-professionnelle un peu différente. Enfin, à Paris, on fait le coup de poing sur le pont des Arts aussi. Oui. C'est assez violent. C'est violent également, mais je pense que le mouvement des Gilets jaunes, aujourd'hui, a atteint un niveau de contestation fort, qui a peut-être été, et ça je le dis, je m'englobe dedans,
et je le dis également à mes collègues marcheurs, qui a peut-être été méprisé et par moments été humilié également par certaines paroles. Donc dès lors que les premières semaines, on ne les a pas écoutées, on a dit que c'était 2 pelés et 3 tondus sur un rond-point, ce mouvement a pris de l'ampleur, les réponses apportées ont été un petit peu tardives, elles sont venues au bout de la 3e ou 4e semaine, et aujourd'hui on a un mouvement qui est installé. On ne peut pas dire que c'est un mouvement qui représente rien, puisque aujourd'hui il y a 50 000 personnes dans les rues qui chaque semaine bloquent l'activité économique tous les samedis de la France. On ne peut pas dire que c'est rien. Donc dès lors que le mouvement continue, c'est qu'on n'a pas amené toutes les bonnes réponses, même si on en a amené beaucoup. Voilà. Je pense qu'on peut peut-être faire nôtre les mots de Spinoza. Il faut arrêter de railler, arrêter de haïr ou de pleurer, il faut essayer de comprendre. Et dès lors qu'on comprendra et qu'on apportera la bonne solution, je pense que les Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes s'éteindra de lui-même. Donc ça veut dire que vous avez choisi votre écurie là pour laquelle vous avez décidé de courir. Vu que vous êtes un grand sportif, c'est plutôt Dubost, Vignal, Sorel, Altrad, ou vous êtes toujours dans Moi, la réflexion? non, mais je veux dire, je fais partie de la République en marche et pour moi, il est très important de jouer le jeu de l'équipe avec laquelle on roule. Voilà, donc c'est Paris qui décidera. Maintenant, effectivement, je travaille particulièrement bien avec Nicolas Desmoulins, Patricia Miralles, Patrick Vignal, ce sont des personnes très impliquées sur Montpellier et évidemment, j'ai des contacts rapprochés avec eux. Et avec Philippe Sorel? Avec Philippe Sorel, je discute de manière tout à fait cordiale. Maintenant, je ne suis pas le porte-parole de la République en marche sur l'Hérault. Vous pourriez le soutenir? Je pense qu'il y a des choses qui ont été faites qui ont été bonnes à Montpellier. Il y a des choses qui sont peut-être améliorables. Mais Par exemple, je pense qu'il y a un effort à faire, probablement, sur les mobilités douces à Montpellier. Peut-être favoriser certains types de mobilités, préserver peut-être des rues dédiées exclusivement à ces mobilités. Je pense également à la sécurité. C'est quoi les mobilités douces? Mobilité douce, ça va être tout ce qui est trottinette, trottinette, vélo électrique, voiture électrique, etc. Tout ce qui va permettre d'évacuer petit à petit les voitures à combustion hors de la ville. Je pense également à la sécurité dans les Cussons, j'y vis. Le cœur de la ville, c'est le poumon économique de Montpellier, c'est-à-dire touristique notamment, et puis par le biais de nombreux commerces également. Le soir, c'est difficile, on le voit dans les journaux tous les 2 ou 3 jours, il y a des agressions qui sont régulières. Alors c'est pas de la responsabilité totale du maire, on est d'accord, mais peut-être qu'il y aurait la possibilité d'amener un peu plus de policiers municipaux, notamment le vendredi, le samedi. Je crois qu'il y a déjà eu, là aujourd'hui il y avait une interview du maire, il disait qu'il y avait 40 policiers en plus là, à Montpellier, donc globalement, il faudrait qu'il y en ait combien selon vous pour que le centre de Montpellier je ne sais pas combien il y en a, mais peut-être qu'il serait intéressant, au lieu d'avoir des policiers en nombre, et c'est le cas, le matin, peut-être de les avoir le vendredi et le samedi soir en ville ou en ronde dans les Cussons. Voilà. Sur la zone, notamment Verdun, Comédie, et puis en remontant jusqu'à la préfecture. Devenir un personnage public, ça veut dire quoi pour un chef d'entreprise? Ça veut dire essayer de lier l'activité professionnelle et économique avec l'intérêt général et l'intérêt des citoyens. Et comment passe-t-on de la 45e place sur la liste de Jacques Domergue à l'ERM? Je me suis lancé avec Emmanuel Macron dès 2016. Voilà. C'est-à-dire qu'en 2014, j'étais effectivement investi sur la liste de M. Domergue. Économiquement, j'ai toujours eu une tendance un petit peu à droite, mais socialement, j'ai toujours été de gauche, de par ma famille et mon enfance. Donc pour moi, quand Emmanuel Macron s'est lancé, avec ce dépassement des clivages, cette volonté d'être particulièrement pro-européen, pour moi, c'était un homme politique en devenir et une démarche que je souhaitais soutenir. Donc je me suis naturellement engagé dès le départ, en 2016, avant même la création du mouvement départemental En Marche, et je me suis investi très naturellement auprès d'Emmanuel Macron à partir de ce moment-là. Dernièrement, là, il y a eu une réunion chez Patricia Miralles où il y a eu beaucoup de... on a parlé un peu de ce qu'il fallait faire et tout. Et qu'est-ce qui s'est dit? Vous étiez peut-être, non? Vous parlez de quelle réunion?
Comme vous dites récemment, Je sais pas. Il y a des eu, rumeurs. alors, il y a eu effectivement un comité politique de la République en marche qui s'est réuni le week-end dernier, élargi, comme l'a souhaité Paris, enfin la République en marche, le siège de Paris, pour nous permettre d'anticiper le débat national à venir, souhaité par le président de la République, afin de récolter l'avis des citoyens sur différents sujets concernant la société française. C'est le fameux grand débat, là. C'est le fameux grand débat. Et donc, nous avons vocation... Vous partez en marche serrée pour le grand débat. On va partir en formation serrée, soudée, et surtout, on va essayer d'écouter ce que les Français ont à dire à Montpellier. Vous allez y participer ? Je vais y participer, bien sûr. Et je pense que c'est de l'intérêt à la fois du mouvement, à la fois du gouvernement et à la fois des citoyens que ce débat national puisse se mener à bien pour qu'on puisse fournir les bonnes solutions à l'issue de ce débat, d'ici 2 mois et demi maintenant, et pouvoir peut-être avancer des choses qui vont peut-être calmer un peu la situation. C'est pas une tarte à la crème, ce grand débat ? Je ne pense pas que ce soit une tarte à la crème, absolument pas. Maintenant, il y a une volonté d'écoute de la part du gouvernement. On va essayer de faire remonter surtout les bonnes informations. Comment jugez-vous cette mobilisation des Gilets jaunes ? Je pense qu'on est aujourd'hui dans le cadre d'une expression de la démocratie. C'est-à-dire que certes, il y a des violences qui sont condamnables et ça, on ne peut pas revenir dessus. Il est inadmissible que l'on s'attaque à des personnes physiques ou des personnes morales, des commerces, etc. Une fois qu'on a dit cela, aujourd'hui, la situation, elle est quand même maîtrisée par les forces de l'ordre. On n'a pas vu les militaires dans la rue. Les personnes qui ont été arrêtées pour fait de violence vont être jugées, toujours selon le droit. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un mouvement donc, de contestation qui s'exprime dans le cadre de la démocratie. Et à ce titre, je pense qu'il y a des choses qui sont légitimes. Voilà. Parce qu'on a l'impression que, bon, là, il y a une part contestation sociale, mais il y a ce dont dénonçait Gérard Collomb, qui est un peu la démesure, l'orgueil de la République en marche, ce pourquoi il est parti du gouvernement. Ça, c'est pas un mal chronique, ça, qui touche les gens. C'est-à-dire, c'est pas le fond, c'est plus la forme. Oui, je partage une partie de ce sentiment. Je pense que nous avons eu accès, la République en marche, le mouvement et le gouvernement, nous avons eu accès à un pouvoir énorme, de par le fait qu'il y a eu près de 340 députés, en gros, élus. Ça nous a donné une responsabilité et peut-être parfois un peu d'arrogance. Et je pense qu'il faut revenir à un esprit un petit peu plus modeste, de compréhension, et parler aux gens un peu plus peut-être avec le cœur, un peu plus avec d'empathie, et ne pas les mépriser. Et je suis allé discuter avec des Gilets jaunes encore ce week-end, et effectivement ce sentiment de mépris, ce sentiment d'être minimisé, voire d'être radicalisé dans les paroles et les propos de certaines personnes du gouvernement, fait que les gens se braquent et vont poursuivre le mouvement pour leur prouver qu'ils existent. Et je pense que les Gilets jaunes, ce qu'ils veulent, c'est aujourd'hui qu'on les considère. Ils existent, et ce qu'a porté Emmanuel Macron durant son programme, c'était de dire on va travailler avec tout le monde, et pas seulement avec l'électorat de gauche ou l'électorat de droite. On doit travailler avec tout le monde. Et ça, peut-être que certains l'ont oublié, et on doit faire cet effort. Mais je précise bien qu'il est absolument inacceptable que des violences soient commises envers des personnes physiques ou morales, je le répète. Et donc, qu'est-ce qu'on peut, pour justement contrer cette démesure, cet orgueil qui est ressenti par les gens? Est-ce qu'il faut une action discrète, un positionnement décalé, une action discrète comme celle du député Patrick Vignal, un positionnement décalé comme Coralie Dubost? Est-ce qu'il faut un jeune député comme Nicolas Dumoulin qui monte? Quelle est la solution? La solution, elle va être par plusieurs vecteurs. Effectivement, je pense que ce qu'a pu faire Patrick Vignal est d'aller au contact des Gilets jaunes. Déjà, ça leur montre qu'on a de la considération et qu'on va vers eux. Voilà, on ne leur demande pas de venir, nous, je ne sais pas, dans un local ou dans une préfecture, etc. On va vers eux et on va les considérer et les écouter. Première chose. La deuxième chose, on a répondu déjà de manière très importante à leurs revendications, notamment sur le pouvoir d'achat.
les propositions qu'a fait Emmanuel Macron sont déjà une réponse particulièrement intéressante. Peut-être qu'il y a quelque chose à creuser également, effectivement, autour du référendum, sous réserve que peut-être le Conseil constitutionnel valide un tel référendum pour qu'on ne se retrouve pas avec des référendums qui porteraient sur, par exemple, l'abrogation de la peine de mort, ce qui serait absolument terrible. Sous contrôle du Conseil constitutionnel, on pourrait tout à fait envisager des référendums réguliers en France. On a l'impression que l'élection d'Emmanuel Macron allait promettre une espèce de renouveau dans la vie politique, et en fait, il ne s'est rien passé. Non, il s'est peu passé. Alors, par rapport les attentes ont été rapidement déçues. En particulier au niveau démocratique, et à ce niveau-là, au niveau des référendums, au niveau de la participation et de la représentation des personnes dans les assemblées, tout ça, oui. On ne bouge pas. Alors, je pense qu'on ne peut pas, effectivement, gouverner à l'insu du peuple. C'est-à-dire que ce qu'on fait, on doit pouvoir l'expliquer, on doit s'assurer que les gens l'ont bien compris, et on doit gouverner donc avec le peuple. Et peut-être qu'on est allé trop rapidement. Ça fait 40 ans qu'il y a 50% des gens qui mettent un bulletin dans l'urne, entre les extrêmes droites, les extrêmes gauches et les gens qui votent pas ou les gens qui votent nul, qui n'ont aucune représentation. Est-ce que c'est normal ? Non, et c'est pour ça que, en tout cas, la future réforme constitutionnelle qui a été annoncée, qui a été retardée du fait des Gilets jaunes, propose l'introduction d'une dose de proportionnelle. Effectivement, je pense que l'Assemblée nationale doit être un meilleur reflet de ce qu'est la population française. Bon, on termine par les deux questions traditionnelles. La question langue de paye, qui est plutôt gentille. Donc, la jeunesse n'est-elle pas l'éternel oublié des programmes politiques ? J'étais il y a quelques jours sur un rond-point, justement, et j'ai discuté avec une personne dont les enfants n'avaient pas de travail, étaient depuis plusieurs années chez eux. Donc c'est cette jeunesse-là qui... En fait, les personnes âgées qui sont sur les ronds-points, j'ai l'impression qu'ils portent aussi le message des jeunes, si tant est qu'il y a quelques jeunes aussi sur les ronds-points, mais il y a surtout des personnes... des seniors, on va dire. Oui, alors, bon, Emmanuel Macron va augmenter la scolarisation obligatoire à 18 ans. Il y a un gros effort qui a été fait sur l'apprentissage. Je pense que les jeunes ne sont pas les oubliés de la politique. Maintenant, aujourd'hui, on se rend par contre beaucoup plus compte du fait qu'il y a une grande précarité sur les jeunes et qu'un effort doit être porté tant sur la formation que l'accompagnement notamment des aides au logement, puisqu'on se retrouve avec des situations parfois où certains jeunes vivent beaucoup plus longtemps que prévu chez leurs parents. Et tout ça fait partie des réformes menées au travers de la loi Elan, etc., par Emmanuel Macron. Maintenant, quant à dire que les gilets jaunes sont que des seniors, je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Enfin, les plus virulents, les plus politiques sont beaucoup de seniors. Je n'ai pas d'informations à ce sujet. Moi, je pense que c'est un mouvement contesté, un mouvement social qui a des revendications légitimes, d'autres absolument pas, et ça intéresse l'ensemble de la population française. On termine par la question chapeau. Allez-y. Vous avez fait la campagne avec Domergue, il a perdu. Vous avez fait la campagne de Stéphanie Janin, elle a perdu. Comment avez-vous vécu tout cela ? Je pense que dans l'échec d'une élection, il y a une leçon. Et au travers de ces, effectivement, deux candidats, malheureux candidats, j'ai appris beaucoup. Voilà. De Jacques Domergue, j'ai appris qu'il était important de travailler avec le cœur, d'écouter les gens et d'être très empathique. Avec Stéphanie Janin, j'ai appris qu'il fallait particulièrement bien travailler ces dossiers, bien comprendre le territoire pour essayer de porter un programme. Voilà. Bon, c'est très bien. Je vous remercie. Merci à vous.